Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo va être sur l'Afghanistan et particulièrement sur les talibans. Les talibans ont interdit la production d'opium avec un très très grand succès, donc ils procèdent à des destructions colossales de champs d'opium, mais cela ne plaît pas à l'Occident. Et oui. Alors, je vais vous en parler évidemment beaucoup plus lors de ma conclusion, mais en attendant, pour une petite présentation du sujet, nous allons voir deux articles. Alors, voyons voir ça, vous allez voir, c'est très très intéressant. Alors, on va commencer par le site très très officiel américain, United States Institute of Peace. Encore une fois, c'est gouvernemental, c'est-à-dire que, bon, bah, évidemment, le gouvernement américain a toute la main sur ce site, et bien sûr, c'est un site de propagande, bien évidemment. Alors, que lit-on? L'interdiction réussie de l'opium par les talibans est mauvaise pour les Afghans et le monde. L'interdiction n'est pas une victoire contre les stupéfiants et aura des conséquences économiques et humanitaires négatives, pouvant conduire à une crise des réfugiés. Vous voyez? Donc là déjà ça vous donne le ton. Alors je vais pas tout vous lire, hein, parce que bon c'est trop long, ça va trop dans le détail. On va juste lire la conclusion et par contre je vous lirai le prochain article. Alors que dit la conclusion? Alors, dans l'ensemble, tout en comprenant l'extraordinaire succès de l'interdiction de l'opium imposée par les talibans et ce qu'elle nous apprend sur la force et l'efficacité des talibans en tant que régime dirigeant, la réponse internationale doit être lucide quant au coût très réel que l'interdiction impose à la fois à l'Afghanistan et au monde, en plus des autres problèmes économiques et sociaux très graves auxquels le pays est confronté. Alors, là, si vous lisez l'article, évidemment dans son entièreté, bon là, il vous explique tout, mais imaginons qu'on ne s'arrête qu'à l'introduction et qu'à la conclusion. Là, n'importe qui lirait ça, on ne comprendrait pas. On dirait, mais comment ça, les talibans, avec succès, arrivent à éradiquer les champs d'opium en Afghanistan? C'est super. Le monde entier n'aura plus de... Alors, je ne suis pas un expert en drogue, mais je suppose que ça va devenir très difficile sans l'Afghanistan, quoi, plus dur tout du moins, de fabriquer de la cocaïne, par exemple. Donc voilà, donc on pourrait se dire, mais pourquoi l'Occident dit ça? Alors je vais vous lire l'autre article et vous allez mieux comprendre, parce que là je vais vous le lire complètement. Alors, dans l'article là du Times, donc là on parle d'un des plus prestigieux journaux international. Que lit-on dans le Times? Comment les talibans ont supprimé l'opium en Afghanistan et pourquoi il n'y a pas grand-chose à célébrer? Donc là, déjà, encore une fois, ça vous donne le ton, hein. Donc là, vous voyez un taliban qui détruit un champ d'opium. Alors, que lit-on? Pendant des années, la communauté internationale a tenté en vain de maîtriser l'économie de la drogue en Afghanistan, qui en 2021 représentait au moins 14% du PIB du pays. Mais les talibans, qui ont pris le pouvoir en août après le retrait des États-Unis, semblent avoir maintenant supprimé la culture du pavot à opium de près de 90%. À première vue, c'est une évolution remarquable. La vaste production illégale de drogue amplifie la corruption,
La rapacité prédatrice et l'anarchie contribuaient à faire tomber la République afghane soutenue par les États-Unis, sans parler de l'augmentation des taux de dépendance. Mais la suppression de la production d'opium sans offrir d'alternative économique crée de graves préjudices socio-économiques pour le peuple afghan déjà en souffrance. Et cela prépare le monde à des conséquences bien pires pour la santé publique. Selon David Mansfield du cabinet de conseil Al-Sis, l'application par les talibans de son interdiction de production de drogue de 2021 a plus ou moins anéanti la culture du pavot dans le Helmand et le Nagahat, deux grandes zones de production. Le déclin à l'échelle du pays semble être à égalité avec l'interdiction très efficace du pavot par les talibans en 2000. Et tout comme alors, les conséquences économiques, sociales et de l'interdiction sont graves. Les talibans ont été remarquablement efficaces pour maintenir un commerce dynamique et des exportations de minerais cruciaux, stabiliser l'économie afghane, réduire considérablement la corruption dans les impôts et les douanes et générer quelques 2 milliards de dollars de revenus annuels. Le même que ceux que la République afghane a fait dans le cadre d'une politique internationale beaucoup plus généreuse. Circonstances. Selon les estimations de Mansfield, l'interdiction actuelle de l'opium a coûté à l'économie afghane 1,3 milliard de dollars et 450 000 emplois au niveau de la ferme. Cela n'inclut pas les pertes économiques élevées en aval. De plus, la majeure partie du budget des talibans est utilisée pour financer son appareil militaire et de sécurité, laissant peu au peuple afghan. Comme le dit l'économiste Bill Bird, la stabilisation économique des talibans est celle d'un équilibre de famine. Avec 90% de la population coincée dans la pauvreté, ce qui a empêché les Afghans de mourir de faim, c'est l'aide humanitaire. Pourtant, cette aide a rapidement diminué cette année, d'au moins 1 milliard de dollars sur les 3 milliards de dollars fournis en 2022. Ceux qui ont perdu leurs moyens de subsistance liés à l'opium ne peuvent généralement pas trouver d'alternative économique pour nourrir leur famille, y compris dans les services de sécurité, comme ils le faisaient sous la République afghane. Le blé n'a jamais été une bonne culture de remplacement, et l'économie des villes afghanes est également en baisse. Essentiellement, une fois que les stocks de la récolte exceptionnelle d'opium de l'été 2022 que les talibans ont autorisé à récolter seront épuisés, de nombreux ménages connaîtront une baisse spectaculaire de leur capacité à acheter de la nourriture, à louer des terres, à entretenir leur logement et à recevoir des soins médicaux. Comme lors de précédentes interdictions de l'opium en Afghanistan, de nombreux ménages s'endetteront encore davantage et seront contraints de marier leurs filles à un très jeune âge. La migration hors d'Afghanistan va s'accélérer. L'opposition au maintien de l'interdiction pendant une deuxième et peut-être une troisième année augmentera probablement, y compris parmi les principales circonscriptions des talibans, telles que les ménages terriens dans les régions à majorité pachtoune du pays et parmi les commandants talibans. Beaucoup d'entre eux ont financé leurs combattants et leurs cliques clientélistes grâce aux bénéfices de l'opium pendant des années. Les frictions et les tensions, même à des niveaux élevés des talibans, pourraient s'aggraver. La raison pour laquelle l'interdiction de la drogue persiste est qu'elle sert en fait les intérêts du guide suprême Ayatollah Akhundzada, en privant les commandants talibans d'un financement indépendant pour le favoritisme. Pourtant, toute centralisation supplémentaire du pouvoir entre les mains d'Akhundzada est mauvaise. Il en va de même pour les conséquences mondiales sur la santé publique. Et ça, on arrive au plus intéressant. Si l'interdiction est maintenue et que dans un an environ, l'Europe commence à connaître une sécheresse d'héroïne, qui n'a pas encore été ressentie, une épidémie de fentanyl augmentera probablement. Contrairement à l'interdiction du pavot de 2000, le fentanyl n'est pas aujourd'hui une drogue rare. En Amérique du Nord seulement, il a déclenché l'épidémie de drogue la plus meurtrière de l'histoire. Les cartels mexicains, principaux trafiquants de fentanyl en Amérique du Nord, ont développé de nouveaux réseaux de contrebande et de vente au détail, ainsi que des centres de production de drogues synthétiques en Europe occidentale. Jusqu'à présent,
les laboratoires produisaient de la méthamphétamine, la méthamphétamine la plus puissante du monde, mais ils peuvent facilement passer au fentanyl. En raison du rapport puissance-poids élevé du fentanyl, les trafiquants chinois peuvent également expédier directement du fentanyl en Europe, où ils peuvent s'appuyer sur les réseaux de partenariat comme avec des groupes italiens, comme avec des criminels italiens. De plus, le fentanyl, très bon marché et facile à produire, pourrait commencer à inonder d'autres marchés normalement approvisionnés par l'héroïne afghane, comme le Pakistan et même l'Afghanistan lui-même. Cela étant dit, il est possible que l'héroïne du Myanmar, au fil du temps d'Asie centrale ou du Pakistan, deux endroits où la culture était répandue, puisse combler le vide. Quoi qu'il en soit, il est clair que couper l'approvisionnement ne met pas fin à l'utilisation. Cela oblige simplement les personnes souffrant de troubles liés à l'utilisation de substances et sans traitement à se tourner vers des drogues plus dangereuses ou de nouveaux fournisseurs. Pour ces raisons, les talibans ne devraient pas être félicités ou encouragés à persister dans leur interdiction de la drogue. Certes, aucune reconnaissance diplomatique du régime taliban ne doit lui être accordée, mais la communauté internationale devrait augmenter l'aide humanitaire et envisager de renforcer l'économie rurale afghane grâce à des investissements locaux. Une telle approche avait beaucoup de sens avant l'application de l'interdiction des drogues, elle est encore plus urgente maintenant. Comme au cours des 20 dernières années, le meilleur moyen de lutter contre le flux d'héroïne hors d'Afghanistan passe par le développement économique et la lutte contre le trafic de drogue à l'extérieur de l'Afghanistan. Voilà, voilà. Bon, je vais passer à la conclusion. Voilà, vous avez vu ces deux articles, c'est édifiant. C'est édifiant. J'ai envie de vous dire, les masques tombent. Et les masques tombent et le visage que l'on voit derrière le masque, il est très laid. Très très laid. Mais sans surprise. J'avais fait une vidéo il y a malheureusement bien longtemps sur le trafic de drogue des États-Unis avec l'Afghanistan et que les États-Unis profitaient d'avoir beaucoup de militaires en Afghanistan pour prendre le contrôle des champs d'opium afin d'alimenter la CIA en argent frais. Parce que à un moment donné, il y a une vingtaine d'années de cela, les États-Unis manquaient énormément d'argent pour financer la CIA. CIA qui était tellement gourmande en argent, faisait tellement de coups d'État, faisait tellement d'opérations noires, c'est-à-dire les Black Ops, de par le monde, faisait tellement d'actions commando illégales dans le monde entier, et essayait tellement de faire tomber tous les présidents qui leur déplaisaient, en créant des ONG, en créant des partis d'opposition, en les finançant, en les supervisant, en les entraînant, etc. En les armant, bien sûr. Donc, comme ils faisaient ça partout dans le monde, parce qu'ils étaient tellement riches il y a une vingtaine d'années, eh bien, c'est que là, la NSA, la CIA, le FBI, fallait toujours de plus en plus d'argent. Mais ce qui coûtait le plus d'argent, c'est la CIA. Et à un moment donné, au début des années 2000, tout début des années 2000, la CIA était quasiment en banqueroute. Donc, fallait absolument refaire le budget de la CIA, refaire le plein des coffres. Or, les États-Unis, malgré son immense richesse à cette époque-là, manquaient d'argent. Et il fallait absolument que la CIA ait beaucoup d'argent, puisque la CIA, c'est quand même l'agence la plus importante pour le gouvernement américain. Et le gouvernement américain a eu une idée, c'est-à-dire d'utiliser l'Afghanistan pour aider la CIA à remplir les coffres. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement américain s'est dit que nous, on va faire un marché de la drogue internationale.
On va se servir de l'Afghanistan et ça va nourrir le gouvernement américain. Voilà. Et qui va être le premier client pour acheter cette drogue? Bah, ce sera les États-Unis. Voilà. Et le deuxième client, ce sera l'Amérique du Sud. Par exemple, Pablo Escobar, c'était un agent de la CIA. Alors pendant moult et moult années, bah, on l'a pas su, mais grâce aux documents déclassifiés de la CIA, bah, au bout d'un moment, après, on a pu savoir que c'était un agent de la CIA. Donc, le gouvernement américain avait besoin des cartels de la drogue d'Amérique du Sud qui bon, prenaient la drogue bah, d'Amérique du Sud, mais aussi d'Afghanistan, et il y avait aussi de la drogue qui venait directement d'Afghanistan aux États-Unis. Et comment ça se passait? Bah, ça se passait via les militaires américains. Ils rapatriaient de faux cercueils, par exemple, d'Américains morts en Afghanistan. Et dedans, en fait, il y avait de la drogue. Mais pas que, il y a eu d'autres ruses comme cela qui ont permis de remplir les coffres du gouvernement américain et particulièrement de la CIA. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi la guerre d'Afghanistan a duré plus de 20 ans. Vous comprenez pourquoi les Américains sont restés si longtemps en Afghanistan. Eh oui, parce que évidemment, nul pays ne devrait rester aussi longtemps en Afghanistan. C'est pas possible. Les Russes, bon, bah, ça a duré quelques temps et puis ils sont repartis. Les Américains, ils sont restés pourquoi? Pourquoi alors que les Russes étaient partis? Voilà, faut se poser la question. Faut pas oublier que la guerre en Afghanistan a coûté environ 4000 milliards de dollars au gouvernement américain, au détriment évidemment des Américains. Imaginez-vous si cette somme avait été injectée dans le pays. Euh, L'Amérique serait un pays de cocagne. Ce serait le paradis sur Terre. Avec tout cet argent, on transforme totalement le pays, bien évidemment. Et demandez-vous aussi pourquoi, malgré la guerre qu'avaient déclarée les États-Unis dans les années 80 à l'Amérique du Sud, au cartel de la drogue d'Amérique du Sud, pourquoi ils n'ont jamais réussi, alors qu'ils ont déployé des moyens militaires colossaux pour combattre les seigneurs de la drogue en Amérique du Sud. Et comme par hasard, ils n'ont jamais réussi. Voilà. Et tout le monde se demandait, oh mais on ne comprend pas, ça fait des dizaines de milliards de dollars qu'on donne pour combattre les cartels de la drogue en Amérique du Sud afin que la drogue n'inonde pas les États-Unis. Et on n'y arrive pas. Ah, on a essayé, hein, mais vraiment on n'y arrive pas, hein. Vous voyez maintenant? Là, ça devient plus clair pour vous, là. Là, vous commencez à comprendre. Donc, vous voyez maintenant un petit peu le tableau. Là, vous comprenez peut-être mieux ce qu'il se passe réellement. Donc, c'est absolument affligeant. Et le pire, c'est que en plus, on vous donne des raisons fallacieuses. On utilise un petit sophisme pour faire passer la pilule. Car évidemment, faire passer cela, c'est quand même très difficile. Alors comment y arrive-t-il? En disant ouais, les Afghans vont moins bien vivre, en disant oui, bon, le monde entier devra utiliser les fentanyl, la méthamphétamine, bien pire que la cocaïne et l'héroïne. Vous voyez? Alors vous voyez, pour les États-Unis, rien ne vaut la bonne vieille héroïne, la bonne vieille cocaïne. Parce que avec ça, avec ces drogues-là, qu'on connaît bien, on sait où on va. Et surtout, ça rapporte. Et ça rapporte énormément. Donc ce serait bien que les talibans laissent les champs d'opium intacts, ce serait bien qu'ils les détruisent pas. Ce serait bien que cela continue à être massif et pérenne, ce trafic de drogue avec l'Afghanistan. Ah oui, c'est tellement rentable. Ce serait bien, hein. Mais vous voyez un petit peu le sophisme et le danger de ce que disent les Américains? Alors, comme ils contrôlent tous les médias, bah, les médias peuvent vous donner des raisons fallacieuses afin de berner les gens, afin que les gens se disent ah oui, c'est vrai, ah, ça va être des drogues encore pires pour le monde entier. Ah oui, il vaut mieux rester à la cocaïne et l'héroïne. Ah ouais, il vaut mieux que ça continue, hein. Vous voyez?
et le coût des Afghans qui auront moins de revenus, etc. Vous voyez un peu où ils veulent en venir? Vous voyez un petit peu le mal qu'ils représentent? Vous voyez ce que c'est les États-Unis quand les masques tombent? Parce que là, les masques sont tombés, comme je l'ai déjà dit. Vous voyez la vraie hideur des États-Unis. Eh oui. Et bon, s'ils ne contrôlaient pas les médias, il y a très très longtemps que les États-Unis seraient bombardés, mis sous tutelle, quoi. C'est un pays qui n'existerait plus. Il serait partagé entre la France, l'Allemagne, la Russie, la Chine, j'en sais rien. Je dis n'importe quoi, mais vous m'avez compris. C'est un pays qui ne devrait pas exister, quoi, ne devrait plus exister. Tellement il représente le mal. C'est un pays qui devrait être sous tutelle de l'ONU normalement. Mais bon, passons, parce que ça, c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, vous voyez. Donc, en gros, les talibans, eux, qui sont très religieux, très croyants, eux, ils regardent bon, bah, leur religion, et la religion, même le bon sens, indique bah, qu'il faut éradiquer cette drogue, qui est le mal, qui est un cancer pour l'Afghanistan. C'est une béquille, mais mauvaise. C'est une béquille qui est mesquine au final. Donc voilà, donc en gros, les talibans décident de tout détruire pour le bien des Afghans, pour le bien même du pays. Et même, j'ai envie de vous dire, pour le bien des talibans. Parce qu'ils savent très bien que c'est une béquille qui représente le mal et qu'il faut détruire absolument. Ils savent que l'opium, c'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour le peuple. Ils le savent. C'est une évidence pour chaque être humain sur Terre qui a un minimum de connaissances. Donc voilà, ils s'attaquent aux racines du mal. Vraiment aux racines du mal. Et bon, bah, tel le patient qui va chez un dentiste pour retirer une carie, bah évidemment, c'est pas plaisant au début. Au début, c'est pénible. Mais on fait ça pour le bien du patient. Hein. Celui qui va se faire retirer une carie, ensuite il en tirera tous les bénéfices. C'est pour son bien. C'est pénible au début, ça fait mal, mais c'est nécessaire. Donc les talibans ont bien compris que c'était nécessaire et qu'à un moment donné, il fallait bien s'attaquer aux racines du mal. Voilà. Mais ça ne plaît pas aux États-Unis. Donc ça ne plaît pas aux médias occidentaux qui râlent. Voilà. Et maintenant, vous avez tout compris, vous avez toutes les clés pour comprendre cela. Voilà. Bon, allez, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement, un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien Analyse du Monde. Et toujours, soyez curieux.